La nuit tombe sur Paris. Il est 22h. La plupart des franciliens sont rentrés chez eux. Sur un pont qui surplombe le périphérique, Lionel s'installe pour une longue nuit de travail. Il est affecté au service de circulation du périphérique et ce soir, il est le premier maillon de la chaîne d'un grand dispositif de contrôle de vitesse. Lionel repère les chauffards dans ses jumelles de contrôle. Puis il prévient ses collègues, 6 motocyclistes positionnés 100 mètres plus loin sur une bretelle d'entrée, prêts à intercepter les contrevenants. Ouais, une. 126. 126 km/h, voie 1, une Audi A4, gris clair. Les motards se lancent alors à la poursuite du véhicule pour l'escorter jusqu'à la porte de Bercy, où ils vont être verbalisés. Demandez la vitesse aux motos. Ok. 120. Voilà. Tu vas avec eux, On y va. Là, on sécurise le véhicule. Gendarme, police nationale, j'aurais coupé le contact du véhicule. Présenter permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Donc sur une première partie de soirée, généralement, on a des vitesses relevées entre 115 et 140 km/h. On a déjà ce soir une première vitesse à 148. 116. Plus la nuit va avancer et plus les vitesses vont être élevées. 134. Pardon ? 139. 141. 141. 143. 146. Et 127 derrière. Pour interpeller ces fous de la vitesse, les motards doivent prendre encore plus de risques. « 136 ? Ok. 136 km/h. Parfait. À cette vitesse, la sanction est sans appel. L'homme va perdre son permis et sa voiture va être immobilisée. Il devra rentrer à pied. Alors là, en fait, la personne a été contrôlée à 136 km/h sur le périphérique, au lieu des 80. Donc il va faire l'objet d'une rétention du permis de conduire. Pour l'immobilisation, il va peut-être appeler son patron afin de récupérer sa voiture. Sinon, celle-ci est immobilisée à l'issue derrière, tout simplement. La pluie commence à tomber. Intercepter des véhicules dans ces conditions extrêmes devient dangereux pour les motards. Le major préfère arrêter les contrôles pour cette nuit. En l'espace de 3 heures, 55 véhicules ont été verbalisés et 20 conducteurs ont perdu leur permis. Des opérations de cette envergure, le major d'Elgérie en organise toutes les semaines. Nous sommes en Île-de-France, la région la plus dense en population, mais aussi la plus embouteillée d'Europe. Ici, 8 millions de véhicules circulent par jour. L'année dernière, à Paris, près de 8000 accidents ont eu lieu, provoquant la mort de 50 personnes. La plupart du temps, ce sont la vitesse excessive, le non-respect du code de la route, ainsi que la consommation d'alcool et de drogue qui en sont la cause. La moitié de ces accidents concernent des 2 roues. Tous les accidents mortels sont traités ici, au service du traitement judiciaire des accidents. Un service unique en France où 80 personnes travaillent jour et nuit. Leur mission ? Enquêter sur les accidents les plus graves. On va faire 10h52 et je voudrais jusqu'à 10h53. Le jeune homme est sortant et qu'il y a des risques en plus qui prennent la fuite, on va le placer en garde à vue, qu'on appelle un double homicide involontaire. C'est quoi comme type d'arme ? Un automatique, un 9 mm. Vous êtes placé en garde à vue ? La raison de la garde à vue. Accident corporel de la circulation routière. Pour lutter contre la délinquance routière, les 250 motards d'élite du service des compagnies motocyclistes de Paris sillonnent les routes de la capitale à longueur d'année. Et depuis quelque temps, ils utilisent de nouvelles méthodes. Ils effectuent leurs contrôles en civil en se fondant dans la circulation. Police nationale, vous nous suivez ? Parce que non seulement vous êtes au téléphone, et là, vous avez un accident, votre enfant il est mort. Vous avez baissé d'un ton. Non, vous faites pas ce que vous voulez, c'est la police. Et là, c'est des gens, c'est style à nous renverser. Mais là, je vais pas jouer dans son jeu parce que si on s'énerve, on n'y arrive plus. Comment ces hommes et ces femmes de la préfecture de police
traquent-ils sans relâche les automobilistes imprudents et dangereux? Quelles sont leurs méthodes? Quels risques prennent-ils? Quartier Général plonge au cœur de la lutte contre l'insécurité routière. Bonjour et bienvenue dans Quartier Général pour ce numéro consacré à la violence routière. Nous sommes en ce moment en plein cœur de Paris, place de la Concorde, entre l'Assemblée nationale et les Champs-Élysées. C'est le carrefour où il y a le plus d'accidents chaque année. Il faut dire que Paris est une des villes d'Europe au trafic le plus dense. Et pour que ce ne soit pas la plus dangereuse, un dispositif hors norme a été mis en place il y a 2 ans. Des brigades totalement dédiées à la lutte contre la violence routière. Elles sont constituées de motards en uniforme, mais également en civil, et d'enquêteurs pour qui chaque accident est une véritable scène de crime. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui veillent à notre sécurité? Quelles sont leurs méthodes pour traquer les chauffards? C'est ce que vous découvrez dans ce film de Geoffroy Duval. Nous sommes à Paris, la nuit de la Saint-Sylvestre. Il est 4 heures du matin. Le service de traitement judiciaire des accidents, le STJA, vient de recevoir un appel d'urgence. D'accord. On a des témoins. Ouais, sur le scooter, il y avait un seul individu ou plusieurs? 2. Un seul individu. La Herménie, il est sur place. Un scooter traîné sur 1 km par un véhicule en fuite. Un seul individu sur le scooter. Cette nuit, c'est le major Froid qui est le chef de garde. Il doit partir immédiatement sur les lieux de l'accident. Direction l'est de Paris, aux portes du périphérique. Alors un scooter a été heurté sur le 20e arrondissement. Il a été traîné sur 1 km et retrouvé au niveau de la porte de Bagnolet. Pour l'instant, on va essayer de voir ce qui s'est passé vraiment et on va essayer de décanter un peu cette affaire. Un jeune de 20 ans en scooter a été percuté par une voiture en rentrant chez lui. Le véhicule a ensuite traîné sur plus d'1 kilomètre avant de prendre la fuite. Il a pris la fuite par où après? Ça mène au périph'? Il s'agirait d'une Audi noire. À partir de maintenant, les moindres détails vont avoir leur importance. Les policiers relèvent les traces laissées par l'impact du choc et mesurent les distances entre les différents éléments du lieu de l'accident, comme sur une scène de crime. Donc il y a eu un choc entre un véhicule particulier avec 3 ou 4 personnes à bord qui a heurté le scooter. Ici, voilà, sur cette place, limite commune de Montreuil. Le véhicule particulier est parti par là-bas, en direction de l'hôtel Novotel. Il a regagné le boulevard périphérique extérieur, a pris la bretelle de sortie porte de Bagnolet. La victime a été éjectée du véhicule. En reprenant le trajet de la voiture qui a pris la fuite, le major arrive à l'endroit où le conducteur du 2 roues a été retrouvé. Les pompiers et le SAMU sont déjà sur les lieux et apportent les soins de toute première urgence à la victime. Bon, on en est où là? Pas d'identité sur le corps, là actuellement il est nu, il y a toutes les affaires qui sont là. Donc sans doute pour appuyer, ils n'ont pas d'identité, polytraumatisés, ils savent encore dans quel état. Le casque en miettes, encore sur place, témoigne de la violence de l'accident. Traîné comme un pantin par la voiture folle, le pilote du scooter est dans un état désespéré. Intransportable, il fait l'objet de soins d'urgence dans une ambulance de réanimation. Pendant ce temps, le major Froid inspecte la chaussée à la recherche d'éventuels éléments matériels. Le casque est mis sous scellé. Les policiers ont déjà entendu certains témoins. Ces premiers éléments relevés sur place vont leur permettre de déterminer les circonstances exactes de l'accident. C'est une Audi, il percute le scoot, le fait tomber, il roule sur le conducteur. Il y a des gens, ils font signe qu'il est en train de traîner le conducteur. Au bout d'une dizaine de mètres, il donne des coups de volant pour essayer de se débarrasser de la personne. Mais bon, voilà, et il continue de rouler. Et donc, 1 kilomètre plus loin, on retrouve le corps ici. On a deux témoins oculaires directs. Donc, ils nous donnent l'immatriculation. Il y en a un qui nous donne même la description du conducteur. Ils étaient 4 dans le véhicule. Et c'était un homme, apparemment, avec un bouc. Donc lui, par contre, il n'a pas vu le choc. Mais on a le deuxième témoin qui s'est présenté tout à l'heure,
qui a vu le choc, qui a tout vu en fait, qui a vu la personne se faire traîner et qui nous a expliqué qu'elle a marché pendant 20 minutes pour essayer de retrouver le corps. Et au bout du compte, elle a retrouvé ici 1 kilomètre plus loin. Grâce aux témoins qui ont relevé la plaque d'immatriculation, les recherches vont être simplifiées. Le véhicule et son conducteur habituel sont connus des services de police. Une équipe d'intervention est déjà postée devant son domicile, prête à intervenir. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu le conducteur habituel du véhicule qui est connu des services de police. D'accord? Ils l'ont vu rentrer chez lui, dans le jardin. Donc il est arrivé en même temps. C'est le conducteur habituel. Il y a une vague civile sur place qui vient de venir. Bien. On fait rapidement ici parce que là, ça va être... Malgré ses années d'expérience, pour le major Froid, ce type d'accident est un cas exceptionnel. Avoir un accident qui se situe sur 1 kilomètre, moi c'est la deuxième fois que ça m'arrive, en 20 ans. Voilà. C'est quand même des faits qui sont très très graves. Donc, apparemment, l'auteur serait connu. Donc c'est une histoire de temps maintenant pour aller le chercher. Il faut faire vite pour interpeller l'individu. En moins de 15 minutes, le major se rend à l'adresse du suspect. C'est dans un quartier assez chaud, donc qui serait habité par des gitans. Donc apparemment pour l'instant il y aurait de nombreux effectifs de police sur les lieux et ils demandent des moyens lourds. C'est vraiment un gros dossier là à gérer. Tout le quartier a été bouclé, car l'homme est potentiellement dangereux. Le dispositif déployé est impressionnant. Casque, arme de poing, bouclier, les policiers ne veulent prendre aucun risque. La situation peut basculer à tout moment. Les policiers encerclent la maison pour éviter tout risque de fuite. Ils savent qu'il y a de nombreuses personnes à l'intérieur en train de fêter la Saint-Sylvestre. D'accord. De pas trop passer devant, si on sait jamais ce qui peut sortir par la fenêtre. Ils sont un peu énervés quand même. Ils seraient combien là-dedans? On sait pas. Le véhicule, il est au fond de l'impasse, vous pouvez aller voir. Je vais aller voir. Effectivement, la voiture est bien là. Le faire partir. Le major repère rapidement des traces de choc sur l'avant gauche. Pour éviter toute erreur à l'équipe d'intervention, l'identité judiciaire a transmis une photo du suspect. C'est ça? C'est lui? Ouais, c'est lui. C'est bon, c'est pris pour les interpellateurs. Les civils basculer derrière, les tenues de métier en sécurisation puis on y va. Il est 6 heures, les policiers donnent l'assaut. Les forces de l'ordre doivent sortir un à un tous les occupants du pavillon. Et ils sont nombreux. Une grande confusion règne. Pour le moment, personne ne correspond à la photo du suspect. Mais à l'étage, les policiers vont enfin trouver l'homme qu'ils sont venus interpeller. Celui qui aurait pris la fuite après l'accident. Vous êtes placé en garde à vue? Vous m'écoutez, vous me regardez? Oui. Vous êtes placé en garde à vue? À 6h05. Dis-moi juste la raison de la garde à vue. Accident corporel de la circulation routière. D'accord. Délit de fuite, épatin et coup fin. D'accord? Ouais. Ok. Oh les amis, c'est positif, d'accord? On a non. Arrête, monsieur, c'est bon, mesdames, n'inquiétez pas, tout va bien. On n'a rien cassé, on n'a rien cassé, on rentre. Oublie pas, maman, allez juste, je veux juste la calmer. Calmez-vous, Maman, doucement. Y a rien. Y a rien du tout. Allez, monsieur, on descend. Avant de partir à la brigade pour y être interrogé, l'homme tient à rassurer sa mère. Tu m'as vu depuis quelle heure je suis chez toi? Il était 14 heures. Tu m'as vu sortir? Est-ce que tu m'as vu sortir? Réponds-moi. Non, jamais. Voilà. Donc, s'ils font bien leur boulot, ils vont comprendre que c'est pas moi. Dans le jardin, les policiers recherchent les clés du véhicule. Elles restent introuvables. Mais ils vont faire une découverte surprenante. C'est quoi comme type d'arme? Un automatique, un 9 mm je pense. Ouais, quoique, peut-être un 45. Faut faire gaffe, le marteau il est à l'armée. Ok. Bah, je vais pas y toucher moi. La voiture, sur laquelle les traces de choc sont clairement visibles, est emmenée à la police scientifique. Là-bas,
le véhicule va être entièrement analysé. Objectif, trouver des preuves en relevant des traces ADN, notamment sur le volant. Dis-moi pas c'est toi, dis-moi pas c'est toi. Le soi-disant conducteur, hein, on va parler comme ça, il a été transporté à mon service, au service des accidents. Là, il va aller subir les vérifications de son état alcoolique, parce qu'apparemment il était sous l'alcool. Au niveau des stupéfiants, ça va être la même chose. Il est placé en garde à vue depuis 6h05 lors de son interpellation. Et maintenant, on va essayer d'entendre tous les parties en cause, les témoins surtout, qui vont pouvoir nous raccrocher cet individu-là comme étant l'auteur de l'accident. Les policiers du STJA vont devoir déterminer s'il est bien l'homme qui a traîné le jeune sous son véhicule sur plus d'1 kilomètre, puis qui a pris la fuite en abandonnant un blessé grave. Pour traquer les chauffards dans la capitale, la préfecture de police de Paris fait appel à la compagnie motocycliste. Nous sommes en ce moment dans son parking sur l'île de la Cité. Plus de 270 agents se faufilent dans la circulation pour attraper les contrevenants. Stéphane travaille ici depuis 4 ans. Plus qu'une unité de police, il a intégré un véritable groupe, uni par des liens forts. Aujourd'hui, Stéphane est chargé d'une mission d'un genre particulier. Là, je suis à mon casier, je me prépare pour prendre mon service. Et aujourd'hui, je fais une patrouille en civil avec des motos banalisées. On arrive plus à faire de choses en étant en civil qu'en tenue. Et les gens, quand ils nous voient aussi en civil, n'ont pas l'habitude de nous voir en tenue, donc ils sont super surpris. Et c'est vrai qu'ils ne discutent pas trop de l'infraction quand ils sont pris sur le fait. Ils nous voient au début, ils se tournent, même des fois ils ont le téléphone comme ça. On leur montre le brassard police que je mets pas ici mais que je mets sur la main. Et là ils sont super surpris, puis généralement ça se passe bien. Comme chaque jour, le début du service commence par l'appel. Présent. Chaque motard se voit attribuer un secteur bien précis. Châtelet, Sébastopol, plus de 16h à 19h, TM2 17, opération de cycliste, 16e arrondissement. Aujourd'hui, Stéphane va travailler en civil. Le travail de ses patrouilles est particulièrement dangereux. Nat, est-ce que je pourrais avoir une radio, s'il te plaît? Une radio et un éthilo après, si ça t'embête pas. Les équipes ne sont jamais à l'abri d'un accident. Les policiers, toujours en binôme, ne doivent douter à aucun moment de leur partenaire. La confiance est le maître mot. Mon équipier, j'ai super confiance en lui. C'est lui qui conduit la plupart du temps. C'est super. Et j'ai pas peur du tout derrière lui. Ça se passe bien. De toute façon, si j'ai peur, je mets un coup derrière la tête. Par contre, il faut que j'essaye, parce que moi, j'ai jamais essayé. Direction les vestiaires, Stéphane va essayer son nouveau blouson. Mais apparemment, il ne reste que des grandes tailles. Et c'est un 4XL, celui-là. Bon voilà quoi, je suis obligé de mettre un 4XL. Il va falloir que je fasse du sport. La compagnie dispose d'une dizaine de motos civiles. Les policiers font leur choix en fonction de la disponibilité des machines. Je peux avoir une moto pour une DCI s'il te plaît? Ouais mais est-ce qu'ils sont rentrés les TDM? Oh non, il n'y a même pas de... Non, il n'y a que... C'est quoi la 70? T'as 600 phaseurs. Bah, donne ça, il n'y a plus que ça. Stéphane rejoint Patrick, avec qui il tourne toute l'année. Les deux compères ne se séparent jamais. Là, on est parti sur la capitale pour essayer de relever les infractions. On essaie de faire les plus importantes et les plus graves. Mais après, il y a tellement de choix, il y a tellement d'infractions sur Paris qui sont commises rapidement qu'on prend ce qu'il y a en fait. Sur leur moto banalisée, les policiers se fondent dans le trafic. Pendant que son collègue conduit, Stéphane surveille la circulation et scrute l'intérieur des véhicules.
il traque les infractions au code de la route. Stéphane a juste un brassard de police à la main. Il ne le montre au conducteur qu'au dernier moment, juste avant l'interpellation. Vous me suivez, s'il vous plaît? Et voilà déjà la première de la journée. Un grand classique, le téléphone portable au volant. Sur la gauche, ce sera mieux. Bon, vous savez le motif de mon contrôle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infraction, c'est l'usage du téléphone tenu en main par le conducteur de véhicule en circulation. Non, mais c'est l'usage tenu en main. Donc, tu veux dire que si là, je raccroche comme ça, je suis redeux, je respecte pas l'heure, même avec mon petit ami. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas... Parce que moi, j'entends si je le tiens pour parler au téléphone, je suis pas vous. Non, c'est usage du téléphone tenu en main. On préfère voir un conducteur qui a les oreillettes comme vous, avec le téléphone, par exemple, fixé comme un GPS, pour que vous puissiez avoir accès. Voilà. Donc, vous êtes professionnel de la route aussi, faites attention. Hein. Les points... Donc là, pour cette fois-ci, ça ira, parce que bon... Vous n'étiez pas au téléphone réellement. En 2012, la réglementation sur le téléphone portable au volant a changé. C'est maintenant 90 € d'amende et 3 points en moins si le conducteur est pris en infraction. Bon là, la personne, elle reconnaît les faits. Quand on l'a vue, on a bien vu qu'elle était au portable, mais bon, elle a vraiment fait le... On a bien vu qu'elle a fait rapidement. Donc après, on n'est pas là non plus pour... Comme je dis, pour assassiner les gens, alors pour le verbaliser à chaque fois. Allez, on est reparti. Oh, puis là, il était correct en plus. Le téléphone portable, une intervention classique pour Stéphane, mais qui parfois peut s'avérer surprenante. Direction le périphérique, c'est l'axe de tous les dangers. Sortez à la station Total. Bonjour madame, vous sortez à la station Total. Madame, est-ce que je peux ouvrir la porte de l'autre côté, 2 minutes? Mais là, une chose intrigue Stéphane. Le siège passager a retenu son attention et il veut en avoir le cœur net. Et l'enfant, il n'est pas attaché. Donc ce que vous savez faire, c'est que vous allez l'attacher. Parce que non seulement vous êtes au téléphone, et là, vous avez un accident, votre enfant, il est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis peut-être cru, mais là... Enfant pas attaché, dans une coquille, même pas la ceinture. Là, elle freine. La freine, là, le petit passe devant. Et ça fait un enfant mort. Hein. Et la personne au portable, évidemment. Là, bah, fait la ceinture pour le petit. La conductrice récolte 2 amendes de 90 € ainsi que 3 points en moins sur son permis de conduire. Le périphérique, un axe dangereux où 1 300 000 véhicules circulent chaque jour et où 1000 accidents corporels sont à déplorer chaque année. À peine reparti, Stéphane aperçoit un 2 roues qui utilise un stratagème bien connu. Ah, ça c'est un type pour pas se faire flasher. L'antivol masque la plaque. Donc pour les radars, quand il manque un chiffre ou une lettre, bon bah ça ressort pas quoi. Donc on leur dit, on verbalise pas. Les policiers s'apprêtent à suivre le motard pour lui demander de déplacer son antivol. Quand Patrick aperçoit une camionnette blanche devant lui, au comportement étrange. Elle roule à vive allure et double sans mettre son clignotant. Il décide alors d'interpeller le chauffeur. Vous suivez s'il vous plaît. Vas-y, accélère parce qu'il va nous barrer. Le chauffard a une conduite de plus en plus dangereuse. Eh, faites pas exprès là, hein. Ouais, vous avez baissé d'un ton. Non, vous faites pas ce que vous voulez, c'est la police. Vous me suivez là. Fais gaffe parce qu'il va faire le con. Vous calmez. Reste derrière. Il fait le con. Ouais, arrête-toi. Au moment où il s'approche du camion,
Stéphane préfère prendre toutes ses précautions. Bonjour, monsieur. Il garde la main sur son arme. Bonjour monsieur, c'est la police nationale. Derrière son volant, l'homme est extrêmement nerveux. Vous me laissez parler, d'accord? Vous avez vu, vous dépassez par la droite déjà. Monsieur, c'est la police, vous parlez pas comme ça. On n'est pas vos amis. Après, vous voulez pas qu'on vous manque de respect, mais vous avez vu comment vous nous parlez? Vous avez dépassé tout le long sur la droite. D'accord? Bah oui, vous avez dépassé tout le long, en klaxonnant. Donc c'est des points en moins, monsieur. 4 et 4, ça fait 8 points en moins. Voilà. Maintenant, vous voulez vous enflammer, c'est vous qui êtes en tort. Maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main. Vous vous enflammez, ça sert à rien. Stéphane est tendu. Il sait qu'à tout instant, la situation peut dégénérer. Faire un fichier permis quand même. Ça peut très vite mal se passer parce que ces gens-là, donc ils nous disent qu'ils travaillent et tout. Et le problème, c'est que comme on n'est pas visible au début, on peut croire qu'on n'est pas des policiers. Et là, c'est des gens, c'est des styles, c'est style à nous renverser. Hein. Mais là, je vais pas jouer dans son jeu parce que si on s'énerve, on n'y arrive plus. Hein. Bon, monsieur, là, je vois que vous êtes calmé un petit peu. Vous m'écoutez maintenant? Je parle pas. C'est ce que t'as à faire. Vous m'écoutez? Vas-y, je perds du temps, je suis au travail, je suis payé là sur place, là, je vais travailler. Ouais, je suis en train de vous expliquer. Je vous explique. Le permis, tout, je m'en fous, je le paye. Je vous ai. Et puis voilà, c'est bon. Vous me laissez. C'est bon. C'est bon. Après, vous allez Mais non. Mais non. Moi, je vais travailler là. Il y en a, ils sont là, ils font je sais qu'ils m'écoutent. Ils vendent du shit, ils frappent des gens, ils volent des gens, ils enculent la vie à tout le monde. Tous les matins, depuis que j'ai 15 ans, je me lève à 5h du matin. Et maintenant, j'ai mis le clignotant à gauche, à droite, et là, je perds mon permis. Alors c'est bon, je Vous n'allez pas perdre votre permis, hein? Je parle plus, fais ce que tu as à faire, et c'est bon. D'accord, bah, je vais voir le passager qui est plus indulgent. Stéphane lui remet l'amende de 90 € et l'informe d'un retrait de 3 points sur son permis de conduire pour non-usage de clignotant. C'est malheureusement une pratique courante. Selon une étude récente, en France, 54% des usagers admettent ne pas l'utiliser. Le changement de fil sans clignotant, que ça roule pas, il est obligatoire. Je reviens sur les clignotants, sur le périphérique. C'est la cause aussi d'accidents avec les deux roues, des gens qui tournent sans mettre le clignotant. En reprenant la route, la pression est redescendue. Ça a failli tourner en refus du contrôle. C'est là qu'il faut employer la méthode Zen Attitude. Enfin, comme je disais à mon collègue, heureusement qu'on réagit, on s'énerve pas comme eux parce que là ça part. Même en essayant de déraisonner tranquillement, là ça marchait même pas, ça servait à rien du tout. Je pense que la prochaine fois il ne refera pas. La patrouille poursuit ses contrôles dans les rues de Paris. C'est là qu'un scooter passe tranquillement à côté des policiers. Il n'a pas de casque. Hop là. Oui. Il est chez vous, il y a des risques qu'il puisse partir là parce qu'on va l'interpeller pour un double homicide involontaire. Ah, il va remonter dans la chambre là, après. Il va remonter dans la chambre. Il peut marcher, il peut courir? Oui. Alors on vous venez avec nous parce que on va pas prendre le risque. La patrouille poursuit ses contrôles dans les rues de Paris. C'est là qu'un scooter passe tranquillement à côté des policiers. Il n'a pas de casque. Hop là. On s'arrête, on s'arrête. Pour le stopper, Stéphane n'hésite pas à actionner lui-même le frein du scooter. Tout de suite. Non, laisse-le là. Il n'y a pas de délit de fuite. Ah, mais moi, il n'y a pas de délit de fuite. Hein. Moi, vous vous barrez, je cours pas après vous. Hein. Non, moi, je pense que vous voilà, mais on vous connaît pas, monsieur. Hein, c'est le... C'est normal. Bon. Alors ça, ce que vous avez sur la tête, c'est pas un casque. Hein. Bah ouais. Ah, bon. C'est une chapka, pas trop chapka. Et ça protège la tête du froid, mais pas de la sécurité. Mais là, non, c'est moi, pas... je sais que ça protège rien du tout, mais c'est qu'à la base, j'avais mon casque. Maintenant, on me le vole. Je vais faire quoi? Je ne peux pas attendre que quelqu'un me le ramène ou à partir les voleurs. Ouais, le métro, ouais. Mais madame, voilà. Ce monsieur, comme vous pouvez le voir, il conduit sans casque. Donc
Là, ce qu'on a fait pour le stopper, c'est on actionne le frein pour éviter qu'il prenne la fuite tout doucement, pour pas qu'il tombe bien sûr, si on n'est pas là pour le faire chuter. Donc il a obtempéré de suite, donc on l'a laissé se mettre sur le côté. Et bon, il est de bonne foi, hein, comme vous pouvez voir. Hein, il est pas... Donc là, on va voir ce qu'on va lui faire. Parce que le véhicule n'est pas en bon état, mais il n'est peut-être pas en bon état, mais tout est en règle. Donc on va faire le nécessaire. Il a pris un caddie d'attestation d'assurance. Malgré tout, hein, tout est en règle. Hein. Ouais, tout est en règle. Là, il mérite un bonnet. Il mérite un bonnet. Oui. Le conducteur écope d'une amende de 90 €. À peine repartis en patrouille, ils aperçoivent un homme roulant en scooter devant eux. Décidément, le froid rend les conducteurs de deux roues un peu négligents. Ouais, le casque. Mettez-vous là. Le casque est là, mais je suis à l'hôpital d'Harry-Potter. Je suis sorti de rendez-vous et j'ai enlevé mon... Et vous n'êêtes pas rendu compte que vous n'avez pas de casque? J'ai mis mon bonnet, je suis pas rendu compte, je suis vraiment comme ça. Vous vous êtes donné le mot aujourd'hui ou pas avec les bonnets? Pardon? Vous vous êtes donné le mot avec les bonnets aujourd'hui? Avec les bonnets? Ouais. Tout à l'heure, on en contrôle un, il avait un bonnet aussi. Il n'avait pas de casque? Non plus. Bon, lui, il avait des oreilles. Lui, là, vous n'avez pas d'oreilles dessus. Je pense que vous êtes de bonne foi. Donc, je vois pas l'intérêt de garder mon casque dans le top 16. Non, mais bon, vu la réaction, je pense que je peux que vous croire. Hein. Vu votre réaction, il n'y a pas de problème. Allez, monsieur, bonne soirée. Allez, faites attention la prochaine fois. Je pense qu'ils se sont donné le mot aujourd'hui. En moins de 5 heures, Stéphane et Patrick auront contrôlé une vingtaine de véhicules et dressé une quinzaine de contraventions. Alexis Marsan, vous êtes le commissaire de la brigade motocycliste dans laquelle nous sommes. Vous êtes combien ici? On est 275 dans l'unité parisienne. Et 275. Sur l'agglomération parisienne, on est 450 motocyclistes. Et alors, comment est-ce qu'on devient motard dans ce genre de brigade? Est-ce que on est d'abord policier ou on fait quoi? Oui, il faut nécessairement être titularisé comme policier et après vous partez dans un stage spécialisé de 15 semaines dans un centre national de formation motocycliste qui est à Sens et où vous apprenez à devenir un policier motocycliste et pas un pilote. Est-ce que parfois vous avez peur quand vous êtes sur votre moto? Parce que le danger est permanent en fait. Alors oui, le danger, il faut l'appréhender. Voilà, on est toujours à une frontière. Il faut flirter avec la frontière, il ne faut jamais passer de l'autre côté parce que la mise en danger, après, elle est dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire flirter avec la... Avec le danger, c'est que le danger il est permanent. On travaille dans une grande vitesse, forcément, parce qu'il y a des missions d'escorte, elles se font avec de la vitesse. Donc nécessairement, on s'expose. À un moment, si on s'expose trop, si on ne garde pas de marge de sécurité, même dans une mission dangereuse, et bien à ce moment-là, forcément, on s'expose à un accident, on s'expose à un aléa de la circulation. Parce qu'on dit que le deux roues, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Oui. C'est la même chose pour vous? C'est pareil. La carrosserie, en fait, c'est le bonhomme. C'est quoi les situations les plus dangereuses, celles que vous craignez le plus? C'est les situations qui sont liées à l'aléa. C'est-à-dire que lorsque vous faites une escorte SAMU, forcément, vous allez arriver dans des endroits de circulation qui peuvent être extrêmement bouchés. Vous allez être confronté à des situations de circulation où les gens ne vous ont pas repéré, n'arrivent pas à repérer d'où vient la sonnerie, n'ont pas identifié le véhicule sanitaire. Et à ce moment-là, voilà, ça c'est vraiment dangereux pour nous parce qu'il va falloir gérer les gens autour et en plus le véhicule que vous escortez. Sachant que ce qui est prioritaire, c'est que le véhicule arrive à bon port. Voilà. Et quand on est motard de la République, est-ce qu'on a le droit de rouler à la vitesse qu'on veut? Est-ce qu'on est au-dessus des lois ou pas? Non, on se met nécessairement en excès de vitesse pour accomplir certaines missions qu'il exige, et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais comme on voit tout policier prendre des mesures qui sont finalement hors du code de la route pour accomplir sa mission, mais dans la vie classique d'un motocycliste, policier, on doit respecter le code de la route comme les autres. Retour sur l'accident survenu dans la nuit du 31 décembre. Cette nuit, un jeune de 20 ans en scooter a été percuté par une voiture. Son corps a été traîné sur plus d'1 kilomètre. Le véhicule, une Audi noire, a pris la fuite. Le suspect numéro 1 a été interpellé quelques heures après le drame. Il est 10h du matin, tous les enquêteurs du STJA sont sur les dents. L'objectif du service, confondre l'auteur de l'accident au plus vite en obtenant ses aveux. Mais avant d'auditionner le suspect, les policiers reçoivent la propriétaire de la voiture incriminée. C'est une amie du conducteur.
Elle lui prête ce véhicule qu'elle n'utilise jamais. Vous ne l'avez pas trop vu ces derniers temps, ça fait peut-être quelques semaines que je ne l'ai pas vu. On se voyait des fois comme ça, mais ces derniers temps, on ne se voyait plus du tout. Voilà. Concernant l'usage du véhicule, donc je suis obligée d'insister là-dessus. On est d'accord, il vous arrive que très occasionnellement de conduire cette voiture puisque vous avez la vôtre. Oui. L'enquêtrice veut sonder la bonne foi de la propriétaire de l'Audi. Il vous a pas téléphoné, il vous a rien dit du tout de ça. Non. C'est vous qui m'avez cherché. On me dit, c'est vous qui avez les ennuis maintenant. Ouais. Ça vous surprend pas l'accident? Bah, il était sous, donc, mais là, quand vous dites qu'il a traîné, là, c'est un peu. C'est pas rien. Qu'il a traîné? Mais Ah, là, sur la distance. Oui. Là, c'est quand même. C'est volontaire. Même sur les sous. Tout à fait. Là, c'est pas pareil. C'est comme s'il avait pas fait exprès. C'est pour ça, vous qui le connaissez, est-ce que ça fait partie non, ça, c'est d'une possibilité connaissant l'individu? Non, ça ne me pas. D'accord. Je ne connais pas du tout. Là, mais ici, Dans une autre pièce, c'est un témoin capital qui a été convoqué. Il a suivi la voiture après l'accident et c'est lui qui a prévenu les secours. C'est moi qui ai retrouvé le corps. Il y a eu l'accident jusqu'à la porte de Brunel. Ah, vous étiez de l'origine de l'accident? Ouais. Ah oui, c'est moi qui Ok, donc c'est très important, effectivement. Il n'a pas vu le conducteur, je le dis tout de suite. Il était positionné où? Monsieur, il a vu l'accident du début à la fin de la donc porte de Montreuil. On peut localiser qui vient d'où? C'est grâce à son témoignage et à ses indications précises que les enquêteurs espèrent découvrir les circonstances exactes du drame. Donc là, ils ont percuté, le scooter est rentré dans la voiture. Okay. À l'avant donc il est passé par-dessus la voiture. Ouais. Et la voiture, pour moi, elle allait tout droit, à la base. Elle allait tout droit, là. Oui, vers le rond-point. Voilà. Mais en fait, dans la panique, elle a tourné tout de suite à droite. Ouais. Et en faisant un dérapage ou... Non, mais tout doucement. Elle a tourné à droite doucement. Doucement à droite. Et il y avait le conducteur du scooter qui était au sol. Sur leur droite, qui n'ont pas pu voir. Le conducteur n'a pas pu voir. Ouais. Et ils l'ont embarqué avec lui. 10 heures après le drame, le jeune homme est encore sous le choc. Vous voyez la victime allongée sur le sol, pratiquement plus d'affaires et tout. Et vous savez que c'est l'accident qui a eu lieu, quoi, au bout de 2 kilomètres, quoi. On n'endort pas de la nuit, quoi. Même, je trouve ça dégueulasse, quoi. Même s'ils sont en tort, ils ont voulu une voiture ou quoi que ce soit, je sais pas, c'est de rester là, quoi. On ne part pas comme ça, quoi. On est humain, quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est très important. Mettez-vous dans le dos, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Le suspect a passé le reste de la nuit dans un commissariat voisin. Ivre au moment de son interpellation, il a été placé en cellule de dégrisement. On retourne au service où vous étiez ce matin pour être auditionné. Au service des accidents. Service des accidents, vous savez. Pour l'équipe du STJA, c'est le moment de l'auditionner. C'est le major Froid qui va s'en charger. Mais c'est une confrontation difficile qui s'annonce. Face à lui, un homme habitué aux gardes à vue et rompu aux méthodes d'interrogatoire. Et je vais déjà discuter un petit peu avec lui pour voir où on en est, pour un petit peu jauger un peu ses réactions. Quand je vais faire des affirmations, je vais voir comment lui va réagir, pour voir est-ce que je vais pouvoir appuyer un peu plus là-dessus, voir si je peux éventuellement avoir des réponses, ou alors s'il se bloque carrément. S'il s'avère que c'est vraiment l'auteur, ce que je pense fortement, c'est des faits qui sont vraiment inacceptables. C'est des faits qu'on n'a pas l'habitude en tant qu'être humain de gérer, ni même d'essayer de comprendre. Mais on est obligé de faire abstraction de tout ça et de faire le travail. Après, c'est la justice qui rendra ses conclusions, tout simplement. Moi, mon travail, c'est d'apporter toutes les preuves, à charge ou à décharge d'ailleurs, contre cette personne, et de le présenter à la justice, tout simplement. Attention, faites attention. Avancez. C'est parti pour 4 heures d'audition. Mettez sur la chaise là, je me mets en face. Vous pouvez vous mettre à l'aise, quitter votre manteau. C'est comme vous voulez.
n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre sur le bureau, hein, ça pose pas de soucis. Alors, on va faire l'audition. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Sincèrement, j'ai cru comprendre accident. Alors, un accident corporel de la circulation routière. On a eu un accident en place à Porte-Montreuil sur le 20e arrondissement avec un véhicule immatriculé A3. Il y a des témoins. Hein. On a déjà pas mal de choses, évidemment, hein, sinon vous ne seriez pas là. Et un accident grave. Le conducteur du véhicule est parti avec la victime sous sa voiture. Il a roulé pendant 1,5 km. Et voilà. Et après, on est arrivé chez vous, on vous a interpellé à 6h du matin avec les horaires. D'accord? Donc il y a eu un blessé très grave. Il y a un blessé très grave. Pour l'instant, il y a de fortes présomptions quant à ce que ce soit vous le conducteur. Donc après, il va falloir vous expliquer. Je vous pose des questions, vous me répondez. Vous avez froid? Un petit peu légèrement, mais ça va aussi. Après avoir mis l'homme à l'aise, le major va opter pour une stratégie un peu particulière. Il décide de bluffer à propos du scooter accidenté. En lâchant une information inexacte, il veut observer la réaction du suspect et orienter la suite de l'interrogatoire. C'est une personne âgée, jeune, est-ce qu'il a fait moment? Vous savez pas? Bah non. C'est un jeune, une vingtaine d'années. Ah ouais, il était en vélo. En vélo. Et puis il s'est fait renverser par une voiture. Ah ouais, il était en vélo, le garçon. Mais au moment où le major confond volontairement vélo et scooter, l'homme ne réagit pas du tout. Le gradé revient alors sur le déroulement de la soirée. Cette nuit, vous avez fait quoi? La fête, toute la soirée. Chez ma mère avec des invités. Cette nuit, j'ai fait le réveillon de la Saint-Sylvestre. Niveau permis de conduire, vous en êtes où? J'en ai plus là depuis, il a été annulé. J'attends que le Jacques m'appelle. J'ai dit mon enfant pour des problèmes de permis. Alcool au volant, cannabis au volant. J'ai 32 ans. Ce que je veux dire, je sais très bien que je prends la voiture 5 minutes pour aller acheter des clopes. Il y a des choses que je me fais contrôler et ça ne sera pas 10 mois qui va tomber. Alors je ne suis peut-être pas assez con à ce point-là. Le suspect tient sa ligne de défense. Il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est pas moi, je vous assure que c'est pas moi. Je suis pas sorti de chez ma mère de toute la soirée. J'ai fait la fête. C'est pas moi. Je vous le garantis à 200 000%. Je ne suis pas sorti de toute la soirée. La première phase de l'interrogatoire est terminée. L'homme est isolé dans une salle du commissariat pour un temps de repos. Le temps aussi pour le major de préparer la suite de l'audition. Et à chaque fois, j'essaie de capter un peu son attention pour voir ses réactions. Voilà. Je lui ai posé la question, je lui ai dit que c'était un vélo qui était impliqué, alors qu'on sait très bien que c'est un scooter. Il n'a pas plus de réaction que ça. Il a un peu tiqué à un moment, mais sans plus. Mais c'est quelqu'un de très intelligent qui sait où il va. Il sait surtout ce qu'il a à dire et ne pas à dire. De temps en temps, j'essaie de le perturber un petit peu par des questions, passer du coq à l'âne, et à chaque fois, il a la réponse. Là, il nous raconte plus ou moins ce qu'il veut. Je ne pose pas trop de questions. Ce qu'on appelle, dans le langage courant chez nous, le PV de chic. Il nous raconte un peu ce qu'il veut. Dans l'après-midi, ce sera différent. On pourra plus s'appuyer sur des faits. Sur l'audition et le PV de chic, ça va venir, mais après une nuit de sommeil, il va surtout peut-être réfléchir. On va le laisser réfléchir. Là, on lui a mis les cartes en main. Et là, par 1 heure, il va réfléchir un petit peu. On lui laisse un petit peu de temps de repos. On est gentil, on va le laisser réfléchir. Il est 2h du matin. C'est bon? Reposé, ça a été? Au fil de la nuit, le temps va jouer en faveur des policiers. Fatigué, l'individu commence petit à petit à changer d'attitude. Tout en niant toujours les faits,
il finit par lâcher quelques informations. Non, si c'est quelqu'un de ma famille qui veut prendre la voiture, il n'y a pas forcément tout le temps obligé de demander la permission. Est-ce que je peux prendre la voiture, elle est là, les clés sont là. Après, je ne suis pas censé savoir qui exactement, qui l'utilise, à quel instant. Parfois, le véhicule, je le laisse chez ma colis. Le véhicule, il est là, et les clés, ils sont dans la maison. Je veux dire, franchement, la porte est tout le temps ouverte. La porte est ouverte, tout le monde a l'habitude depuis des années. Voilà, quoi. Je ne sais pas si vous côtoyez les gens du voyage, je ne sais pas si vous voyez comment c'est. Tout le monde connaît tout le monde. Le major commence à douter. Le suspect est-il bien le conducteur de la voiture, responsable de l'accident? L'homme serait-il innocent? Cherche-t-il à protéger quelqu'un? Tout ce que je vous demande, c'est faites bien votre boulot. Je sais pas, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Évidemment. Hein? Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Évidemment. Qui ça peut être? Quelqu'un qui était à la soirée, alors? À cette question, l'homme est un peu déstabilisé. J'envisage personne en particulier, mais après, je vois que ça. Moi, je vois que ça. Les 48 heures de garde à vue du suspect numéro 1 n'auront pas permis aux enquêteurs de le mettre en cause directement dans l'accident. Finalement, un de ses amis qui fêtait avec lui la nuit de la Saint-Sylvestre se présentera quelques jours plus tard aux policiers et avouera être l'auteur des faits. Le conducteur du scooter est toujours dans le coma. Autre journée, autre enquête au STJA. Michael a 38 ans. Il est officier de police judiciaire et travaille depuis 4 ans au service des accidents. En ce début d'après-midi, c'est une mission délicate que va lui confier son chef, le commandant Jurkowski. On va à l'hôpital Georges Pompidou, sur le 15e, pour interpeller l'auteur d'un accident mortel qui a eu lieu ce week-end. Alors pour l'instant, on a un passager qui est décédé, mais il y a le deuxième qui devrait décéder d'ici peu. Alors, cet accident, il y a une circonstance aggravante. La personne était prise sous l'emprise des stupéfiants. On va dans sa chambre, il est possible qu'il y ait la famille, donc il va falloir gérer ça en souplesse. Tout le but de l'histoire, c'est de interpeller cet individu. Michael le place en garde à vue. Et moi, je me chargerai du relationnel avec tous les gens qui seront sur place. Et vous devrez assurer notre protection. Ça marche? On les fera sortir de la chambre, la famille. Voilà. En leur expliquant, ça va peut-être pas être facile, hein. D'accord? Allez, on y va. Dans cet accident, une personne est décédée, une autre est entre la vie et la mort. Il faut interpeller au plus vite le conducteur encore hospitalisé. À peine arrivé à l'hôpital, Michael apprend une mauvaise nouvelle. Le deuxième est décédé. Le deuxième passager est décédé. Bon, bah, je te rappelle tout à l'heure. Il est blessé, on va être obligé de lui dire. Madame, s'il vous plaît, pour aller au service orthopédie, par ici? L'hospitalisation? Oui. 6e étage. L'hôpital est grand, difficile pour les policiers de se repérer. Alors, c'est ascenseur, c'est là. Là, ici, non? Il y en a là. Bon, alors hop. Il y en a là? Là, c'est interview. Merci, madame, merci. L'équipe du commandant trouve enfin la chambre du conducteur qu'ils viennent interpeller. 63, ça devrait être pas mal. Vous êtes monsieur? Ça peut me courser, il y a une erreur de chambre. Monsieur. On a à lui parler. Mais la radio, là? Oui, on l'attend. Pour lui dire bonjour. On veut le saluer, pour le féliciter. La femme présente dans la chambre sort précipitamment. Ouais, bah, vous la suivez? Tous ont compris son manège. Elle est sans doute partie prévenir son ami de la présence de la police. Il ne faut pas la perdre de vue. Oui. On l'attend. Il est en bas, il est chez vous. Il est chez vous, il y a des risques qu'il puisse partir là, parce qu'on va l'interpeller pour un double homicide involontaire. Il va remonter dans la chambre là après là. Il va remonter dans la chambre, mais. Il peut marcher, il peut courir? Oui. Alors, vous venez avec nous parce que on va pas prendre le risque. C'est là. Assis dans ce fauteuil roulant, les policiers finissent enfin par trouver leur suspect. Très bien.
Police nationale. On vient vous interpeller dans le cadre de l'accident que vous avez eu l'autre jour là, à la porte d'Auteuil. Vous êtes au courant? Donc vous avez une radio à passer, c'est ça? D'accord. Très bien, on va vous placer en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Manifestement, le jeune homme, âgé de 19 ans, ne comprend pas la situation. Il semble surpris que des policiers viennent le voir pour l'interroger. Il se considère comme une victime, sûrement pas comme le responsable du drame. Garde à vue, monsieur. Double homicide involontaire. Double homicide involontaire. Oui, monsieur. Ouais. Ça veut dire que 2 personnes sont décédées. À cause de moi. Bon, on vous expliquera tout au commissariat. Laissez-moi vous poser des questions. Ouais. Les 2 familles sont pas portées plainte contre moi. Non, mais Mais pourquoi vous m'embarquez là? on vous met en garde à vue pour vous avoir, pour vous entendre, c'est le parquet qui va décider. Je ne dis pas que vous allez aller en prison, je vous dis qu'on va téléphoner au procureur de la République et c'est lui qui va décider après de votre sort. Non, mais même si les familles sont pas portées plainte contre moi, monsieur, ils le savent que je suis pas en tort. C'est un accident. Ben, on va voir, c'est le parquet qui décidera, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, moi je. Justement, pour ça. C'est pour respecter vos droits, la garde à vue. Michael doit notifier sa garde à vue au conducteur et lui signifier ses droits. Est-ce que vous souhaitez la présence d'un avocat? Vous avez le droit d'un avocat, pour vous entretenir avec lui, et deuxièmement, qui vous assiste lors de vos auditions. Alors déjà, est-ce que vous voulez en général avoir un avocat? Vous pouvez avoir un avocat commis d'office, à moins que vous ayez un avocat de famille, ou vous pouvez ne pas en demander. Il faut me donner une réponse. Vous pourrez changer d'avis après, mais pour l'instant, il faut une réponse. Je sais pas pourquoi je prends d'avocat. En tout cas, pour l'instant, je vais vous dire, je peux pas parce que je sais pas pourquoi et pourquoi je vais ramener un avocat. C'est pour vous entretenir avec lui, pour lui parler pour voir si vos droits ont été respectés, puis si vous voulez qu'il soit avec vous quand vous allez être entendu au service. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, pour l'affaire en elle-même, si un jour il y a un jugement ou quoi que ce soit, là vous prendrez un avocat ou votre avocat, ça n'a rien à voir, c'est dans le cadre de la garde. Au pire, ramener l'avocat comme ça. Avocat commis d'office, on demande. Voilà, il m'expliquera. D'accord, un avocat commis d'office. Entretien et assistance, les deux, et assistance lors de l'audition. Là, comme le jeune homme est sortant et qu'il y a des risques en plus qui prennent la fuite, on va le placer en garde à vue pour pouvoir mener l'enquête tranquillement, puisqu'on a quand même un double homicide involontaire. Le jeune homme n'en revient toujours pas. L'hôpital, vous venez, vous m'interpellez comme ça. La famille vient d'arriver pour chercher l'accidenté, qui devait quitter l'hôpital juste après ses radios. Pour l'instant, votre frère, mademoiselle, il est avec nous. Il n'est plus avec l'hôpital. Attendez, je comprends pas une chose. Oui, Comment ça se fait? Il est mal en point là, vous savez. Oui. Et pourquoi il donne en garde à vue? Parce que c'est dans le cadre d'une enquête que l'on mène, il va aller dans un autre Il a mal dans tout le corps, il a mal dans tout le corps. Il va aller dans un autre hôpital, avoir une visite médicale tout de suite après. C'est du n'importe quoi ce que vous faites là. Bien sûr. Mon petit frère, il est mal en point, il est pas bien mentalement, physiquement, il est pas bien. Vous voulez l'emmener au commissariat? Oui, bien sûr, on va l'emmener au commissariat, il n'y a pas de problème. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que plus vite on partira et mieux ça sera, on l'emmène à l'hôpital pour qu'il ait une visite médicale. Sauf que là, vous êtes... La tension monte, la situation peut s'envenimer. Pour éviter que les esprits ne s'échauffent davantage, les policiers veulent éviter au maximum les contacts entre le jeune homme et ses proches. Un autre homme vient d'arriver. C'est un ami du chauffard qui lui aussi veut parler à l'accidenté. Le commandant doit se montrer ferme et déterminé. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, monsieur? C'est un ami. Comment? Un ami de la famille. Pas tout cela. Vous n'avez pas le droit de lui parler, je vous signale. Si vous parlez, je vous évacue vite fait. Monsieur, il n'a pas de vêtements. Je suis obligée de lui passer ses vêtements. Si vous voulez, mademoiselle, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas à lui parler. Il est mal, déjà, il doit les voir. Monsieur, moi, j'ai rien à vous dire. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. J'ai absolument rien à vous dire. Je viens juste d'arriver, moi, déjà. Non, mais moi, je vous dis que j'ai rien à vous dire, monsieur. Ouais. D'accord? Vous m'avez bien regardé? Vous avez vu ce que j'ai sur les épaules? Donc, vous n'avez rien à faire si vous lui parlez. Je vous fais interpeller. J'ai pas dit que je vais parler, déjà. Voilà. Vous êtes... Mademoiselle... Si vous avez un mot à lui dire, c'est maintenant. Attends, je te rappelle. Mademoiselle... Je dis sa sœur. Le jeune homme doit être emmené rapidement par les policiers. Moi, je vais partir là. Je vais partir où? Parce qu'il paraît que je vais partir en quart d'heure. Direction la chambre, pour qu'il se change avant de quitter l'hôpital. Les hommes du STJA ne perdent pas le chauffard des yeux un seul instant.
Je t'ai dit un jogging en volant. Les billets, j'ai pas trouvé. Tous tes vêtements, je sais même pas la dame, elle les a mis où. Je vais nager dans ça après, tu vois. Comment dire, je peux me changer dedans, monsieur, non? Non, vous changez là, monsieur. Je me change devant vous. Ouais. Je me mets ma poêle devant vous. Oui, ça ne me gêne pas, je vais pas vous... c'est pas un problème. Monsieur, laissez-les changer dans la salle de bain. Allez, habillez-vous, dépêchez-vous, parce qu'on est pressé là. On va vous emmener à l'hôpital, donc plus vite vous irez à l'hôpital et mieux on sera. Mais pourquoi il ne peut pas changer à l'hôpital? Il y a un policier qui rentre avec lui à l'intérieur. Ah bon, bah allez, Benoît accompagne-le. Merci, monsieur. Tiens. Pourquoi vous êtes sans cœur comme ça, monsieur? Non mais monsieur, on parlera plus tard. Allez, laisse-le, laisse-le. Je ne l'écoute même pas, ne le regarde pas. L'affaire est grave et les policiers ne savent pas à qui ils ont affaire. Avant de partir pour sa garde à vue, le suspect est fouillé. Direction le commissariat où les policiers vont interroger le chauffard. Ils vont devoir déterminer si le jeune homme est bien le responsable de la mort de ses deux amis. Patrick Leger, à quel moment est-ce qu'on bascule d'une simple amende ou d'un retrait de points à un procès et on passe devant la justice? Malheureusement, lorsque vous commettez soit un délit, soit dans les cas les plus graves, un crime. Un délit, par exemple, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une conduite sous l'empire de stupéfiants, et là, patatras, vous vous retrouvez interpellé, vous vous retrouvez placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'on risque en cas d'homicide? Une lourde peine de prison, des dizaines, voire des dizaines Même si c'est un homicide involontaire Bien entendu, ces peines sont comprises entre 5 et 10 ans en fonction du nombre de circonstances aggravantes de l'infraction principale. Jusqu'à 10 ans. Pourquoi est-ce que parfois l'État continue à poursuivre des personnes alors qu'il n'y a pas eu plainte? Tout simplement parce que le ministère public représente les intérêts de la société et à ce titre, il estime devoir poursuivre ceux qu'il considère comme des délinquants. Débriefing au service. Jean-Pierre Jorkowski est satisfait du travail de son équipe. Bon, premièrement, je tenais à vous féliciter tous les deux pour l'interpellation qui s'est bien passée. C'était pas évident parce que bon, vous avez senti que ça commençait à monter un petit peu. Il aurait fallu peu pour qu'on ait un incident avec ces braves gens. Et je vous félicite également pour la perspicacité que vous avez eue, sachant que la copine, parce que c'est sa petite amie en fait, descendait pour le prévenir. Bon, dans l'état où il était, ça m'étonnerait qu'il ait quitté les lieux, mais enfin, c'était envisageable. Et surtout, ça risquait de créer un problème en bas, un incident auprès avec le personnel hospitalier qui a bien collaboré avec nous dans cette affaire. Donc félicitations, c'est bien. Alors je vais vous montrer quand même les photos de l'accident pour que vous voyez, parce que c'est pas une affaire que vous avez traitée vous-même. Vous allez voir là, un petit peu le choc qui est quand même... c'est quelque chose de très important. Hein. Voilà. Donc en fait, ça c'est la voiture conduite par celui qu'on a en bas. Alors il y a un souci parce que en plus... on comprend pas. Alors bon, là, le premier passager est mort, hein, évidemment. Il s'est pris le poteau. Hein, on le voit bien. Hein, donc, alors je crois qu'il est mort de polytraumatisme, enfin de poly. Il y a quelque chose de crânien. Je me rappelle plus. Je sais plus si le crâne a pris. Mais enfin, en tout état de cause, vu le choc, on voit que ça fait pas de cadeau. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans une courbe. En fait, il aurait dû arriver comme ça, quoi. Mais il a dû perdre le contrôle et venir comme ça. Ça, c'est les photos faites par Légis. Ouais, c'est pour ça qu'on a une très bonne qualité d'image. C'est Légis qui a fait les photos. Et bon, vous voyez un petit peu, hein, tout est arraché. Alors le compteur, il est mis sur 85, mais on se doute qu'il ne devait pas rouler à 85 quand même. Hein. Alors Jean-Pierre, tu me dis pour les consignes, donc il y a des consignes pour la brigade de nuit, il faut leur donner très ferme parce que là, on va vers un déferment assuré. Hein. Donc j'ai mis un OPG sur le coup là, il va faire quelques recherches et donc on a un petit doute quand même, la cité dont sont originaires ces jeunes garçons là a été prévenue très rapidement, bien avant que l'on ait le temps de faire les avis famille. Donc on ne peut pas exclure non plus qu'il y ait une petite course qui était engagée entre deux véhicules. Donc là on va faire revenir tous les témoins, hein, pourquoi pas. Donc, parce que là vraiment il y a une vitesse excessive et puis bon, un gros choc quoi. Et la cité est au courant de suite. Hein. Bon, sur une autoroute où personne ne passe. Hein. Le conducteur a-t-il perdu seul le contrôle de son véhicule? Ou s'est-il mis sciemment en danger, par exemple en faisant la course avec une autre voiture? Après avoir percuté deux véhicules en stationnement, un jeune homme a été éjecté de son scooter et a fini sa course 10 mètres plus loin. Pris en charge par le SAMU, il est entre la vie et la mort.
Les enquêteurs vont devoir maintenant déterminer si le conducteur, arrêté à l'hôpital Georges Pompidou, a perdu seul le contrôle de son véhicule ou s'il s'est mis sciemment en danger. C'est une voiture de la cité, dont le suspect prétend connaître à peine le propriétaire. Donc déjà, est-ce que vous voulez nous en dire plus? C'est qui? Il s'appelle pas... Il s'appelle pas... Nord-africain, il s'appelle... C'est son vrai nom alors? Vous n'êtes pas sûr? C'est le pote à Maison Paul. Ouais. Et je le connais des vues, et depuis qu'il y avait une voiture dans notre équipe en fait. Et depuis qu'il y avait une voiture, je lui ai demandé si je voulais prêter sa voiture. Vous lui donnez pas d'argent, vous lui rendez pas de service, et lui, vous prête sa voiture comme ça? Comme c'est le quartier, madame. Pourquoi il ne demande rien à retour, madame? Donc c'est une pratique normale du quartier. C'est comme ça, madame. J'ai trop pressé, je ne vais pas demander si la voiture allait passer. Si je te dis la voiture allant, rien que moi je dis allant, la voiture. C'est bon. Pour les policiers, c'est clair à présent. Il ne fait aucun doute que le conducteur faisait la course avec une autre voiture. Nous, notre problème, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Et notre autre problème qu'on a, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été au courant de l'accident, dans un temps très proche de l'accident. Donc on aimerait bien savoir comment ces gens ont été au courant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc éventuellement, est-ce que vous n'étiez pas en train de faire la course avec un autre... Impossible, madame. Impossible. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens, je faisais cette course avec personne. Mais le suspect n'en démord pas. Il s'en tient à sa version des faits. 2-3 mois que j'ai mon permis, je ne vais pas m'amuser à être sur le route en faire des courses avec un stylo. J'ai pas un Ferrari dans les mains quand même. Pas envie de prendre des peines de prison bêtement parce que sachant que c'est mes meilleurs potes qui viennent de mourir. Les policiers ne parviendront pas à établir la présence d'un second véhicule impliqué dans l'affaire, ni d'une éventuelle course entre les deux voitures. Finalement, l'enquête conclura que 2 facteurs majeurs ont provoqué cet accident mortel. La vitesse du véhicule, que le jeune homme n'a pas maîtrisée, et la conduite sous emprise de cannabis. On lui pose repas bien mérité. Michael a dû sauter le déjeuner. À 20h, c'est sa première pause de la journée. Mais même durant cette pause dîner, les policiers ne peuvent s'empêcher de revenir sur l'affaire de la journée. Et Lydie, t'es au courant que la famille d'une des 2 victimes y avait téléphoné? C'est bien, enfin, il y a une des 2 familles qui veut déposer plainte. Ils ont quand même perdu un fils, à moindre des choses. Comme quoi, lui qui était si sûr qu'il n'y aurait pas de plainte contre lui. Qu'est-ce que ça risque alors du coup? Qu'est-ce que ça risque? De toute façon, à mon avis, il y aura une ouverture d'information, mais après, il y a un double homicide. Donc, si en plus il y a 2 dépôts de plainte, c'est après, à mon avis, il risque de faire de la prison ferme. Non, mais c'est bien qu'il ne reste pas impuni. Le jeune homme attend son procès. Il risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Il est 23h, la nuit est tombée depuis longtemps. Michael rentre chez lui. Depuis qu'il a commencé à travailler dans la capitale comme policier il y a 14 ans, il vit dans ce quartier en plein centre de Paris. Travailler dans ce service des accidents, c'est une manière pour lui de rendre hommage à ses proches décédés. Moi-même, dans ma famille, j'ai eu l'occasion de connaître des décès dus à des accidents de la route ou alors à des chauffards ivres. J'ai perdu 2 membres de ma famille comme ça. Donc en fait, ça m'avait amené à réfléchir. Et quand j'ai découvert qu'il y avait ce service et puis que c'était pas uniquement faire des constats accidents comme beaucoup peuvent le croire, mais qu'il y a tout le côté enquête, c'est vraiment du judiciaire. La base, c'est l'accident, mais après, il y a toute l'enquête judiciaire, les constatations et tout. Ça m'a donné envie d'y aller. Michael garde en mémoire un accident qui l'a particulièrement touché. Il y a 3 ans maintenant, une jeune fille de 18 ans s'était faite renverser par un jeune en scooter. Elle était restée 15 jours dans le coma. Michael avait rencontré les parents plusieurs fois
Quelques mois après, il avait reçu cette lettre. Mon mari se joint à moi pour vous remercier encore de la sollicitude que vous avez eue à notre rencontre dans ces moments difficiles et qu'il est juste que vous ayez parfois de bonnes nouvelles au milieu de votre parcours professionnel si éprouvant. C'est cette pensée qui m'avait particulièrement ému, très cordialement. Voilà. Et à côté, voilà, une photo de la jeune fille en me mettant à Carnac cet été. Merci pour son sourire retrouvé. Des attentions comme celle-ci, Michael les apprécie. Cela lui permet de rester motivé dans son travail. C'est vrai que, comme on est humain avant tout, c'est vrai que moi je ne demande pas mieux. Des fois, on se pose toujours des questions sur certains accidents, à savoir ce que sont devenues les personnes, s'ils ont réussi à s'en sortir. Le plus difficile pour lui, comme pour ses collègues, c'est de trouver les mots pour annoncer à une famille le décès de leur enfant. On essaie de l'amener doucement, mais on est bien obligé de le dire. La personne vient juste de décéder, vous entendez la famille. Et quel temps vous employez ? Le présent, le passé Alors des fois, je sais que des fois c'est difficile. Alors un coup on s'aperçoit qu'on dit bon alors quel âge elle avait, comment elle était, puis d'un coup on repasse au présent, puis au passé ou au présent. Alors quand c'est vraiment trop, moi en général, quand c'est vraiment trop proche entre l'audition et le décès, je fais tout au présent comme si elle était encore là, quoi. À Paris, l'année dernière, 50 personnes sont mortes sur la route. Dans presque un cas sur deux, c'est l'alcool qui est en cause et parfois dans des proportions ahurissantes. Nous sommes rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement. C'est encore un scooter qui vient d'être accidenté. Grégory s'affaire sur les lieux. Il travaille au service du traitement judiciaire des accidents et il est chargé de l'enquête. Le conducteur du deux roues est gravement blessé. Après avoir percuté 2 véhicules en stationnement, le jeune homme a été éjecté de son scooter et a fini sa course 10 mètres plus loin. Pris en charge par le SAMU, il est entre la vie et la mort. C'est le deuxième scooter. Celui qui avait la garde à vue, ouais. Il est où? Il est là-bas, stationné là-bas sur le scooter. Il n'est pas cadenassé. Un deuxième conducteur de deux roues semble être impliqué. C'est un collègue de l'accidenté. Il roulait avec lui au moment des faits. Les policiers viennent de retrouver son scooter près du lieu de l'accident. On va le remonter parce que moi je vais faire des constatations pour savoir s'il n'y a pas eu touchette avec l'autre scooter. Si jamais. Ouais, parce que tu vois, il me manque un rétro, il me dit que c'est vieux, mais... D'accord. Ouais, on va faire ça. Ouais, donc dis-moi, c'est bon, j'ai le deuxième cyclo. Il est au 37 et il avait garé un peu plus bas en fait. Il n'est pas accroché, donc je vais le faire remonter sur les lieux de l'accident. Et je vais faire quand même un petit topo, voir s'il n'y a pas eu de touchette avec l'autre scooter, on ne sait jamais. Le conducteur du deuxième scooter a été interpellé. Il s'agit maintenant pour les enquêteurs de déterminer précisément les causes de l'accident. Peut-être qu'ils faisaient la course, les deux jeunes. On va voir ça avec celui qui est en garde à vue chez nous, c'est-à-dire le deuxième conducteur. Et bon, le témoin, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de choc entre les deux scooters, donc on va voir. D'accord ? Un témoin a vu ce qui s'est passé. Il roulait juste derrière les deux hommes au moment du choc. Avant toute chose, Grégory veut savoir si les deux scooters se sont percutés avant la chute. Contact Le mien et le sien, non? Non, les deux. Jamais. Pas eu de contact. D'en haut jusqu'en bas. Non. Bon. Enfin, vous, ils étaient coulés. C'était très proche, mais pas de contact. Un premier point semble être établi. Les deux scooters ne se sont pas touchés. Je vais te donner, Pépito, il va te donner toutes les immatriculations des véhicules impliqués dans l'accident, d'accord? Il va t'expliquer. Mais les deux véhicules se sont-ils gênés en roulant? Si tel est le cas, le deuxième conducteur pourrait être jugé responsable de l'accident. Pour éclaircir ce point d'une importance capitale, Grégory doit prélever sur place un maximum d'informations. Donc on voit les transferts de matière sur la voiture, hein, avec la chair ici et puis le transfert. On voit qu'il a heurté le rétroviseur, d'accord, donc en 4. En 5, c'est la position du scooter là où elle était. Et en 6, c'est là où sa tête s'est retrouvée en fait. Donc il faut un croquis des lieux en fait. Avec les photos, ça permettra en fait, à la personne qui ne sera pas sur place mais qui va aller à la procédure de pouvoir visualiser au mieux en fait les lieux.
Grégory sait que les éléments qui viennent d'être recueillis ne seront pas suffisants pour mener l'enquête à son terme. Un de ses collègues vient de repérer une pharmacie située juste en face des lieux de l'accident. Il tient peut-être le début d'une piste. Il se rend dans le magasin en espérant que le pharmacien lui permette de regarder la vidéo. Regarde, il y a une caméra qui prend sur juste au niveau de l'arrière de la voiture. Ouais. Donc ça peut être intéressant. C'est la seule vue qu'on a. La deuxième caméra, elle donne sur cet angle-là, mais on voit rien. Bonjour monsieur. Voilà. Donc on a terminé donc on aurait besoin de visionner vos caméras. Et surtout, c'est un enregistre de récupérer les bandes. Sinon, on vous fera une réquisition judiciaire qu'on vous adressera de toute façon. Ok. Une aubaine pour les policiers. L'une des caméras a peut-être enregistré l'accident. Si l'image est exploitable, elle sera réquisitionnée pour l'enquête. Grâce aux différents témoignages, Grégory a une idée précise de l'heure des faits. On va boucler à 10h52. C'est le début, 10h52. Voilà, on va faire 10h52 et je voudrais jusqu'à 10h53. Voilà, on va faire ça. Regardez, ici on va le voir passer et on va voir la 206 ici qui va... Oh putain, il allait vite, hein. Boum, ça y est. Ok, d'accord. Bon, ça nous intéresse... Alors, 10h50... Bon, ok, de 10h52 à 10h52:30. 22 à 10h52:30. Sur la vidéo, on voit nettement la Peugeot blanche en stationnement bouger au moment où le scooter la frôle. Cette pièce est un élément important pour la suite des investigations. Au moment où c'est filmé, il y a quand même un écart avec le scooter qui le suivait. Alors est-ce qu'avant il y a eu choc ou pas entre eux, ça on verra. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moment où il percute, déjà il y a un espace. Donc ce qui n'a pas poussé vers la voiture. Après, le témoin nous a jamais parlé de contact entre les deux véhicules non plus. Donc on peut déjà plus ou moins écarter cette hypothèse. Maintenant, c'est les premiers éléments. Là, je vous parle à l'instant T. On va dire que ça fait une demi-heure que je suis sur les lieux. On verra au fur et à mesure l'enquête. C'est parti pour 24 heures là. La vidéo a révélé une information essentielle. Les deux scooters roulaient trop vite. Faisaient-ils la course? Se sont-ils gênés? Plus que jamais, l'audition du deuxième conducteur va se révéler capitale. Car s'il a gêné son collègue ou s'il a provoqué une course, il risque gros. Retour au quartier général, où les 80 fonctionnaires du service se relaient jour et nuit. L'accident de scooter, qui a eu lieu ce matin même rue de Tolbiac, mobilise le commandant Jurkowski et une grande partie de son personnel. Le conducteur du second scooter a-t-il été imprudent ou faisait-il la course avec son collègue? C'est ce que les policiers vont maintenant chercher à savoir. Le jeune homme a été contrôlé avec 0,6 g par litre d'alcool dans le sang. Et fait aggravant, il était positif au cannabis au moment du drame. S'il s'avère que le jeune homme est à l'origine de la chute de son collègue et que ce dernier décède, il pourrait être condamné à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Motocyclette, carrossée, scooter. Pour commencer, l'enquêteur veut connaître l'emploi du temps précis des deux jeunes avant l'accident. Collège, au niveau d'études, Tous les deux sont livreurs dans la même société et travaillent de nuit. Oui, expliquez-moi un petit peu, brièvement. Brièvement, on a fini notre service. Mon collègue a fait sa caisse, on s'est bu quelques bières. On est parti, comme vous dites, vers quoi, 8h45, 9h du matin. On se dirigeait vers le 12e, tranquillement. Voilà. Tout simplement. Le commandant Jurkowski vient assister à l'audition. En posant des questions précises, il va évaluer la crédibilité du témoignage du jeune homme. Ils sont restés un peu au sein de la société, ils ont discuté avec son collègue. D'accord. Ils ont bu quelques bières. Dans la société? Oui, juste devant. On a fermé, on est parti. Non, mais vous avez bu la bière dans la société ou à l'extérieur dans un bar? Ah non, dans la société. Dans la société, d'accord. C'est quoi comme bière? Non. D'accord. Le commandant veut que le garçon lui donne précisément sa position sur la voie avant que son copain ne tombe. Environ 3. J'étais juste derrière lui, je le suivais. Voilà, il s'est pris le scooter, il s'est pris la Peugeot, voilà, je vois pas comment être plus précis. Alors, attendez, parce que... Vous arrivez à sa hauteur, et là il chute.
C'est ça? C'est plus comme ça. Il est là, je suis là. Il est comme ça, il part le contrôle. Python, moi je continue à avancer en même temps. Pour le commandant, les choses sont plus claires maintenant. Le jeune homme n'a ni touché, ni gêné son collègue. Alors, comment le scooter a-t-il pu chuter en ligne droite si personne ne l'a gêné? Il n'y a pas de piège dans ce qu'on vous dit. On vous demande simplement d'être le plus précis, parce que le drame de cette histoire, c'est votre copain, qui est entre la vie et la mort. Et c'est tout. Vous n'avez pas commis un vol à main armée. Vous avez eu un accident qui, à mon avis, est dû à mauvaise maîtrise de véhicule, à l'alcool. Le commandant sait que le jeune homme n'a pas tout dit. Il est persuadé qu'il tient à protéger son ami, qui était probablement ivre au moment de l'accident. De toute façon, on peut le vérifier. Mais il n'a pas besoin d'en savoir plus. Dans moins de 2 heures, les résultats de la prise de sang effectuée sur l'accidenté parleront d'eux-mêmes. À votre avis, l'accident, il est dû à quoi? Je dirais prudence, fatigue. Alcool? Non. Ici? Et quelques bières peut-être, oui. Mais le jeune homme semble ne rien vouloir lâcher. À quoi est dû l'accident? Ces silences en disent long. Le commandant Jurkowski tient à montrer au jeune homme qu'il n'est pas dupe. Ici, notre métier, c'est uniquement les accidents. Comme ce matin, vous m'avez dit, vous avez compris, vous n'êtes pas idiot, je vous vois bien. Ce matin, quand vous m'avez dit que vous avez bu 2 bières, c'est le nombre de gens qui boivent 2 bières. Ici, c'est soit 2 coupes de champagne, soit 2 bières, soit 2 verres de vin. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que nous disent toujours les gens. En attendant, les policiers du service des accidents attendent toujours des nouvelles du jeune homme blessé rue de Tolbiac. Ils doivent entendre sa version des faits pour établir ce qui s'est réellement passé ce matin-là. 10 jours plus tard, le motard gravement blessé lors de l'accident s'en est miraculeusement sorti. Il s'est réveillé quelques heures après le choc avec un simple traumatisme crânien. Hormis quelques maux de tête, il se porte bien. Vous venez, monsieur? Grégory attend beaucoup de cette audition. Allez, hop. Asseyez-vous. Bon, comment on va? Ça va? Ouais. Il y a quelques jours, Grégory a reçu de nouveaux éléments. Le dossier médical du jeune a parlé. Les prélèvements sanguins ont révélé qu'il conduisait son 2 roues avec 2,16 grammes par litre d'alcool dans le sang, soit près de 10 fois la limite autorisée. En fait, le jeune homme est tombé en coma éthylique pendant qu'il roulait. Le brigadier compte bien lui faire une leçon de morale. Vous, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle D'accord. pas d'entrer dans ma journée, je sais que j'ai travaillé. Ouais. Après, je me souviens être avec mes amis, D'accord. mes collègues de travail, mes amis. Après, Vous vous souvenez plus de rien? j'ai l'intro. D'accord. Je vais vous montrer un plan, ça va être plus facile pour plus vous parler. Alcoolisé comme il l'était, il aurait pu mettre sa vie en péril, mais aussi tuer quelqu'un. Grégory veut absolument que ce jeune marié, tout juste papa, en prenne conscience. Vous en tirez super bien. Vous avez de la chance. Parce que vous avez bu rue Castagnari, donc c'est dans le 15e. Et vous êtes arrivé jusqu'à là sans savoir pour ce que vous avez fait. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'entre le 15e et le 13e, vous auriez pu shooter des petits qui allaient à l'école, des gens qui allaient au travail, des mamies. Est-ce que pour vous, c'est pas un peu de l'inconscience de conduire, de ne pas se souvenir? Parce que je pense que... Bien sûr que c'est la conscience. Si j'aurais été conscient, je n'aurais jamais pris la moto. Donc j'étais pas dans un état normal, je pense. Si j'étais sur la moto alcoolisé, c'est vraiment j'étais dans un autre état et c'est pas moi. Et est-ce que votre vie, depuis que vous avez eu cet accident, a changé? Je la vois autrement. Vous la voyez autrement? Vraiment autrement. J'ai conscience de ce que c'est que la vie, quoi. Réellement. Allez, monsieur. Au revoir. Le jeune ressort libre et sera jugé pour conduite en état d'ivresse. Il risque 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Mais s'il reconnaît les faits et plaide coupable, sa sanction sera atténuée. Quant à son collègue, il est conduit au palais de justice pour être présenté à un magistrat. En récidive pour contrôle d'alcoolémie positif, il risque 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Des dossiers comme celui qu'il vient de traiter, Grégory en voit chaque jour avec son lot de familles anéanties à cause de comportements inconsidérés sur la route.
Nous, on se rend compte sur le terrain que, effectivement, l'alcool, le stupéfiant, la vitesse tue, et le comportement. C'est-à-dire que les gens sont sur la route, ils sont dans leur véhicule, ils ont l'impression d'être chez eux et de faire ce qu'ils veulent. Et il faut savoir, il faut comprendre que sur la route, il y a des personnes, on est tous différents et qu'il y a un règlement. Si vous ne respectez pas le code, que vous brûlez un feu rouge ou vous brûlez un stop, qu'il y a un véhicule, un scooter qui arrive derrière, vous allez tuer cette personne. Quand vous faites une marche arrière sur 50 mètres, parce que vous avez la flemme de faire un quart de tour, ça va vous prendre 2 minutes et vous écraser une mamie ou un jeune qui va à l'école, pour gagner 2 minutes, vous anéantissez une famille entière. Et en plus, vous risquez d'aller en prison. Donc des fois, on ne réfléchit pas trop et pour gagner 5 minutes, on prend des risques inconsidérés et on le voit tous les jours. Malgré tous les efforts déployés dans la capitale, le nombre de morts et d'accidents ne diminue pas significativement. Une nouvelle réglementation a été mise en place, punissant encore plus les contrevenants. Mais sera-t-elle efficace ? Alfred Rassipayog, un peu moins de 4000 morts en 2011 sur les routes en France. Nicolas Sarkozy a annoncé l'objectif de passer sous la barre des 3000 morts l'année prochaine. Est-ce que cela vous semble réaliste ? C'est un objectif très très ambitieux, mais trop ambitieux ? Non, on n'est jamais trop ambitieux. Vous savez que le président de la République, c'est un peu une de ses caractéristiques de placer toujours la barre très haut. Donc là, il le fait, et il le fait sur un sujet qui touche toutes les familles de France, c'est-à-dire celui de l'accidentologie, celui des tués sur les routes et celui des handicapés à vie. Pour vous, est-ce que c'est possible ? À mon avis, c'est possible. En un an ? En un an, ça me paraît difficile. Très honnêtement, je pense qu'on y parviendra en 2 ou 3 ans. À quoi ça sert d'annoncer un objectif pareil si vous-même vous dites qu'il n'est pas accessible ? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas accessible, j'ai dit que la barre était très très haute, mais je crois que c'est dans des défis et dans des challenges que l'on reconnaît la volonté politique, et politique au sens noble du terme. Alors pour y parvenir, justement, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, a annoncé un arsenal de mesures qui vont de l'augmentation des amendes. On passe de 35 € à 135 € par exemple pour l'usage d'un téléphone au volant. J'en cite d'autres, la détention d'avertisseurs radars non homologués est punie maintenant de 1 500 € d'amende, et d'un retrait de 6 points, ou alors encore un taux supérieur à 0,8 grammes par litre, c'est un retrait de 8 points sur un permis de conduire. C'est un arsenal répressif. Est-ce que c'était la seule solution ? Pourquoi toujours punir ? Je crois que le mot répressif est un mot qui fait peur. Cela étant, les excès de très grande vitesse sont à supprimer du tableau, si je puis dire. L'alcoolémie lourde aussi, l'usage de stupéfiants aussi. Donc je crois que dans ces 3 domaines, il fallait marquer les esprits. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, on ne retient pas, on ne met pas l'accent aussi sur la prévention ? Si, l'accent est mis sur la prévention, mais je vous dis, à chaque jour suffit sa peine. Là, on a un des codes de la route les plus compliqués d'Europe. Et justement, c'est ce qu'on nous reproche. On se demande si on n'est pas en train de nous infantiliser aujourd'hui. Je crois qu'il faut effectivement simplifier le code de la route, le rendre plus accessible, plus compréhensible. Il faut que tout ça soit digeste. Il faut une législation et une réglementation digeste pour le commun des mortels. Ainsi se termine ce numéro de Quartier Général consacré à la sécurité routière. Merci à l'ensemble des équipes qui ont permis de le réaliser. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Votre soirée magazine continue sur Direct 8.